Messieurs et dames, bonsoir. Il est 19h30 dans ce studio et c'est l'heure du journal. Au sommaire, au deuxième numéro du mois de janvier, nous irons voir la communauté internationale qui commémore ce 4 janvier la journée mondiale du braille. Le braille, une technique d'écriture pour aveugles et malvoyants. Et restons toujours dans le registre de ce 4 janvier 2022 où, jour pour jour, 3 ans, le gouvernement du Ngouté se mettait en place. L'évocation, nous le verrons dans ce journal. Mesdames et messieurs, ces informations et beaucoup d'autres, prenons-les dans le développement de ce journal. À très vite. Bonsoir, merci de rester sur Hope Africa Télévision. Ouvrons ce journal par cette information d'actualité où chaque 4 janvier de chaque année, la communauté internationale commémore la journée mondiale du braille. Le braille, une technique d'écriture pour personnes malvoyantes et aveugles. Pour en savoir davantage, Virginie Kumungipi a fait incursion sur un établissement. Voici son compte rendu. Le 4 janvier, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du braille. Ce système d'écriture tactile à points saillants utilisé par des personnes malvoyantes ou aveugles. À Douala, une école publique inclusive existe au quartier Bali, cadre permettant d'accueillir et de former ces enfants vivant avec un handicap. Vous savez qu'ils n'ont pas la mobilité facile parce qu'ils n'ont pas la vue, mais toutes les sensibilisations sont faites et toutes les formes d'éducation sont faites pour qu'ils puissent vivre en harmonie avec les enfants dits normaux, qui les soutiennent, qui vivent avec eux au quotidien dans les mêmes salles de classe. Ils jouent ensemble sur la même cour de récréation. Les enfants dits normaux les accompagnent en cas de besoin. Moni est élève au cours moyen deuxième année à l'école publique inclusive de Bali. Il a su s'intégrer parmi ses camarades clairvoyants. Mon père répare la moto. La moto est réparée par mon père. Dans cet établissement scolaire, une unité de braille permet non seulement de former les élèves, les enseignants, mais aussi les personnes désireuses. C'est une classe multigrade, que vous êtes dans une classe multigrade, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux. Autrement dit, il y a maternelle sur les CP réunis, tel que vous voyez. Donc un enfant est inscrit dans cette classe, s'il est à la maternelle, il va progresser jusqu'au CP. Et après le CP, il va aller au cours élémentaire 1. Quand ils vont au cours élémentaire 1, ils sont insérés dans des classes ordinaires. Ça veut dire des classes avec des clairvoyants. Quand ils sont ici, ils n'apprennent pas seulement le braille, ils apprennent toutes les autres disciplines. Malgré les nombreuses difficultés énumérées qui ne facilitent pas l'éducation et l'encadrement de ces enfants, à savoir le coût très élevé du matériel didactique, l'État essaye autant que faire se peut de subventionner ces écoles afin de permettre aux enseignants le meilleur pour ces enfants. Je vous le disais à l'entame de ce journal, voici jour pour jour 3 ans que Joseph Diongouté est Premier ministre, chef du gouvernement, en faveur du dernier remaniement ministériel. Michel Ngoudou revient sur l'évocation de ce gouvernement. 3 ans après, le gouvernement de Joseph Diongouté reste toujours en place. Formé le 4 janvier 2019 et constitué de 63 membres, dont 4 ministres d'État, 31 ministres, 12 ministres délégués, 5 ministres chargés des missions et 10 secrétaires d'État. Le gouvernement compte en son sein 8 femmes. Aucun changement depuis le début. Même la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19 ne semble pas l'avoir ébranlé. La tenue du grand dialogue aurait inspiré confiance. Malgré la longue attente du remaniement ministériel, rien ne semble pointer à l'horizon. L'accroissement des recettes publiques et la maîtrise des dépenses de manière à dégager une épargne publique. C'est l'objectif premier du gouvernement de Diongouté. Mission accomplie en 3 ans. Alors que beaucoup reste encore à faire, le Premier ministre et son gouvernement gardent le cap. Longtemps tenu secret à Cuba, le cercle à Bakwa est une confrérie uniquement masculine. Elle a été inspirée sur l'île par des esclaves du vieux Calabar entre le Nigeria et le Cameroun. Un reportage d'Africa News. Les difficultés économiques et la pandémie semblent ramener la jeunesse cubaine vers ses traditions religieuses, notamment vers des cérémonies datant de près de 200 ans qui servaient à réunir et à protéger les marins du port de la Havane.
Le culte Abakoua est l'une des principales religions d'origine africaine qui conserve sa force sur l'île et, contrairement aux autres, n'est célébrée qu'à Cuba. À genoux, les yeux bandés, 5 jeunes écoutent des bénédictions en Yoruba, une langue apportée par les esclaves africains il y a près de 4 siècles, tout en promettant d'être courageux, de bonnes personnes, respectueuses et droites. À l'issue de la cérémonie, les voilà officiellement proclamés Abakoua. À présent en Égypte, situé entre la mer Rouge et la Méditerranée, le canal de Suez voit passer environ 10% du commerce maritime mondial et représente une source précieuse de devises au Caire. Un reportage d'Africa News une fois encore. Le canal de Suez, situé à l'est de l'Égypte, a rapporté 6,3 milliards de dollars en 2021. Il s'agit là du chiffre d'affaires le plus haut jamais enregistré pour cette voie maritime cruciale pour le commerce mondial. Plus de 20 000 navires ont emprunté le canal en 2021 contre un peu moins de 19 000 en 2020. Un record, et ce malgré un blocage historique de cette route au mois de mars par le porte-conteneurs géant Ever Given. Le navire avait en effet bloqué complètement la circulation pendant 6 jours, ce qui avait entraîné une importante perturbation du commerce maritime mondial. Situé entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, le canal de Suez voit passer environ 10% du commerce maritime mondial et représente une source précieuse de devises pour le Caire. Un feu s'est déclaré dimanche matin dans l'aile la plus ancienne de l'édifice qui s'est achevé en 1884. Feu qui a ravagé l'enceinte de l'Assemblée nationale où siègent les députés de l'Afrique du Sud au Cap. Reportage d'Africa News une fois de plus. Un incendie spectaculaire et dévastateur a ravagé l'enceinte de l'Assemblée nationale où siègent les députés sud-africains au Cap. Le feu s'est déclaré dimanche dans la matinée dans l'aile la plus ancienne de cet édifice achevé en 1884 et qui abrite notamment une précieuse collection de livres anciens. Comme l'explique ici le porte-parole des sapeurs-pompiers de la ville, les premiers secours ont été alertés dimanche vers 5 h du matin alors que les premières flammes jaillissaient sous les toits. Les 6 camions anti-incendie et la trentaine de pompiers ont reçu rapidement des renforts avec une dizaine de camions et une soixantaine de personnes au total qui ont combattu le feu toute la journée. Une intervention rendue difficile par le fort dénivelé sous les toits et le vent qui n'a cessé d'attiser les flammes. À la nuit tombée, le feu s'était propagé dans les parties les plus récentes, aujourd'hui en service. Un suspect a été appréhendé par la police. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années qui a été arrêté à l'intérieur du Parlement. Interrogé dans le cadre d'une enquête criminelle, il comparaîtra ce mardi devant un tribunal de la ville. Mesdames, Messieurs, ce journal tire à sa fin, mais avant d'y arriver, prenons cette information en sport où dimanche prochain, les Lions indomptables du Cameroun seront face aux étalons du Burkina. Ce sera l'occasion du kick-off de la CAN Total Énergie 2021. Incursion dans la tanière des Lions indomptables, c'est avec Aurélien Bénat sur ce reportage. Pour leur 3e séance d'entraînement, les poulains de Tony Conceição ont eu droit à des exercices sur la cohésion de jeu, l'exécution des balles arrêtées et des stratégies offensives. Complet depuis la veille avec l'arrivée de James Seliki et Aboubacar Vincent. Derniers à rejoindre la tanière, les 28 Lions indomptables continuent leur préparation après le retour de Christian Bassogog, absent pour des raisons de tests positifs au Covid-19. Jusqu'à l'assaut final, les rencontres sont à prendre au cas par cas pendant la compétition. C'est un sentiment particulier. J'ai énormément de famille qui est là, qui sera là. J'ai aussi envie de défendre les couleurs et surtout de représenter à fond le pays comme il se doit et d'aller le plus loin possible. Donc je suis très excité et aussi très impatient de démarrer. Je pense qu'on va prendre match par match. C'est ça qui fait qu'une équipe peut aller dans une compétition. Donc on va prendre le premier match d'abord et ensuite on verra. Logé dans le même groupe avec le Burkina Faso, le Cap-Vert et l'Éthiopie, la sélection fanion de football du Cameroun donnera tout sur la pelouse de l'Embé. Et des adversaires redoutables. On sait que de nos jours, il n'y a plus de grands ou de petites équipes. C'est sur le terrain qu'on va se jouer. Ça va être des beaux matchs. À domicile, il va falloir qu'on fasse plus, qu'on montre qu'on est chez nous et qu'on a cette envie de remporter cette compétition.
À 5 jours du kick-off, concentration, cohésion et abnégation restent focalisés sur le match d'ouverture face aux étalons du Burkina Faso le 9 janvier prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Prenons rendez-vous demain 19h30 pour une autre édition d'information sur Hope Africa Télévision. D'ici à là, mesdames et messieurs, portez-vous bien, au revoir et à demain.